On parle un petit peu justement donc de le stream, de comment je suis arrivée là-dedans, qu'est-ce que je fous chez le stream, qu'est-ce que je voudrais faire chez le stream, comment ça se passe, etc. Donc, si vous avez des questions particulières, etc., n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Moi, je voulais vous raconter un petit peu déjà comment je suis arrivée là-dedans, parce que c'est vrai que c'est une question qui était beaucoup revenu dans les dernières stories que j'avais mis, c'était comment t'as foutu les pieds là-dedans, en fait, comment t'es arrivé là-dedans. Et de base, c'était pas forcément quelque chose que j'aurais imaginé, même de base. C'était même pas quelque chose que j'aurais imaginé, parce qu'à la base, moi, je suis cosplayeuse, je suis pas streameuse. Voilà, vous avez peut-être vu sur Insta, je vous fais pas mal de déguisements avant tout, mais je suis pas forcément streameuse de base. Et en réalité, je faisais du streaming depuis moins d'un an. À partir du moment où je suis rentrée chez le stream, je faisais du streaming principalement sur du cosplay, sur des choses comme ça, et j'avais décidé de faire du stream parce que je supportais plus le fait que sur Instagram, je trouvais que le lien avec les gens était vraiment bancal, genre c'était très unilatéral, c'était très dans un sens, vous pouvez pas trop échanger, etc. J'étais pas fan de ça, et du coup j'avais décidé de refaire du stream dans le sens où j'en avais fait il y a très longtemps, mais j'en faisais de façon extrêmement comment dire, de temps en temps, et j'avais genre 10 viewers, un truc comme ça. c'était l'époque, quoi. Du coup, je me suis lancée dans le stream, je crois que c'était juillet 2019, un truc comme ça. Et donc, petit à petit, je me suis mis à faire du stream. Alors, je faisais ça un peu à la zub avec mon PC portable. Les anciens se rappelleront. J'avais un PC portable tout pourri, j'avais des caméras toutes pourries, j'avais un son catastrophique, j'avais une connexion internet de merde. Mais je m'imposais de faire au moins 2 lives par semaine, de prendre l'habitude, en fait, d'être régulière, quoi, sur le fait de venir et de voir surtout si j'ai message, si je passais un bon moment. Ça a plutôt bien fonctionné petit à petit. Il y a pas mal de monde qui a commencé à venir. Enfin, pas mal de monde. Bah oui, en vrai, pas mal de monde, mais on était 30, 40, etc. Et en fait, ça grandissait petit à petit, de semaine en semaine. C'était assez chouette. C'était vraiment incroyable comme période. Et donc, après moins d'un an de stream, j'ai reçu un petit message sur c'était Twitter. Un petit message sur Twitter de Max, justement, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout Max. Je ne connaissais absolument pas le stream, à part juste le fait que ça avait été fait, l'origine du projet, etc. Je connaissais, mais c'est tout. Je ne regardais pas, etc. Et même, je regardais assez peu de streams à l'époque. C'était pas encore trop entré dans ma culture. Et donc, Max qui m'envoie un petit message et qui me dit « Hey, je sais pas si tu connais le stream, on a une émission qui s'appelle Le Recap. Est-ce que ça te tenterait de venir faire une petite émission avec nous? Je sais pas si tu connais. Est-ce que tu voudrais venir participer ?» Et du coup, moi, ça tombait plutôt bien dans cette période de ma vie. Merci beaucoup, gros. Coucou, la nouvelle couleur et top. Merci pour ton 27e mois d'abonnement. Cœur sur toi. Ça tombait plutôt bien à ce moment-là de ma vie. Pourquoi ça tombait plutôt bien? Parce que c'était la période pile à ce moment-là où j'étais en gros en transition entre mon ancien job, mon ancien CDI dans le marketing et mon nouveau taf de cosplayeuse pro. En fait, en gros, j'avais l'opportunité de me lancer dans le cosplay pro. Ça marchait plutôt bien pour moi. J'ai la chance incroyable d'avoir une commu qui m'a soutenue plutôt beaucoup d'ailleurs, et du coup qui m'a permis de quitter mon travail et qui m'a permis donc de passer cosplayeuse. Et c'était à ce moment-là où Max m'a contactée. Donc du coup, en gros, c'était un moment où j'étais en mode j'ai 1 million de possibilités dans ma vie qui me sont offertes actuellement, je peux faire littéralement ce que je veux. Est-ce que je ne peux pas essayer cette opportunité-là? Donc à ce moment-là, je suis venue, j'ai fait une petite émission. C'était à l'époque où il y avait du coup Zulu, Hugo, Xari et Max. Donc je suis venue faire un plateau avec eux. J'ai fait d'ailleurs, même à l'époque, ma première chronique qui était sur les filtres photos. Je sais pas si vous avez vu cette chronique. C'était pour expliquer un peu comment ça marche. J'avais fait des tests sur les visages des casteurs, etc. Et surtout, je les connaissais pas encore. Donc c'était un peu risqué de prendre direct des photos des casteurs présents sur place, de leur foutre des filtres, etc. Mais j'avais fait ça en live, ça avait plutôt bien marché. Et du coup, suite à ça, Max m'a dit « Ok, écoute, ça s'est bien passé, est-ce que tu veux venir plus régulièrement avec nous sur
le stream, est-ce que tu veux venir avec nous plus régulièrement animer des émissions sur le récap? Donc, comme je vous disais, j'étais vraiment une période de ma vie qui était... Toutes les possibilités sont offertes. You can do everything you want. Et donc, bah, forcément, moi, j'ai dit oui. J'étais en mode, bah ouais, j'ai kiffé et tout, c'était super sympa. Let's go. Donc, j'ai déménagé beaucoup plus près de Paris à ce moment-là parce que j'habitais à Toulouse à cette période. Bon, Toulouse-Paris, c'était 80 000 routes, un truc comme ça. C'était un cauchemar. J'avais pas du tout envie de ça. Et puis, en plus, j'avais décidé de déménager à ce moment-là de ma vie depuis un moment. Donc, du coup, bah, j'ai déménagé et je suis partie plus près de Paris. Et pendant un an, du coup, bah, je suis venue sur le récap. Je faisais un récap par semaine. Donc, c'était toujours... Alors, il n'y avait plus Zoulou à ce moment-là. Zoulou était parti. Et il y avait donc Hugo, Xari, Max. Et puis après, on avait un roster tournant. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Cette petite début. Alors, au début, j'étais vraiment en mode genre... Mais ils vont se rendre compte à un moment que j'ai rien à foutre là, que je suis nulle, tu vois. Il n'y a aucune raison, enfin, pas aucune raison, mais vraiment, j'étais en mode, ça fait pas si longtemps que je stream, vraiment, ils vont se rendre compte que je suis pas ouf, tu vois. C'est des gens qui streament depuis hyper longtemps, c'est tous des boss du game, ils vont se rendre compte que je suis pas ouf. Et en fait, bah, plus le temps passait, plus c'était en mode, non, ça va, t'es bien et tout. Donc j'étais en mode ok, ça a l'air de marcher. Et petit à petit, bah, j'ai fait de plus en plus d'émissions. J'ai fait des petites émissions en plateau pour filer des coups de patte, pour remplacer, etc. Sur la fin d'année, j'ai fait des lunch play. Enfin, j'ai fait plein de trucs, surtout pour remplacer, surtout à la fin d'année. Et donc bah, l'été suivant, Max m'a dit bah écoute, si tu veux venir plus régulièrement dans le récap, let's go. Et genre plus régulièrement, bah, c'est 5 jours semaine. Donc c'est pour ça que maintenant je suis 5 jours par semaine dans le récap. Into les amis bros tous les lundis et into le lunch play tous les vendredis. Ce qui fait que je suis passée de une émission par semaine à 7 émissions par semaine. le glow up, quoi, le glow up, le gros glow up. Sentiment de l'imposteur, c'est complètement ça. C'est complètement ça parce que je pense vraiment que ça m'a fait tout drôle d'entrer dans un monde où les gens sont là depuis tellement longtemps, ils ont eu l'expérience d'autres web TV, ils ont des streams perso avec des stats colossales, etc. Et moi, j'étais en mode, mais moi, je suis baby là-dedans. Moi, je viens d'arriver depuis genre 1 an, j'ai pas du tout les mêmes stats, j'ai pas du tout la même expérience. Et du coup, forcément, j'ai eu une grosse période où j'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur. J'étais en mode, mais je sais pas trop et tout, pourquoi je suis là. Donc, heureusement, avec le temps, ça s'est estompé. J'ai quand même fini par me dire, bon... Au bout d'un moment, ils sont pas non plus idiots, hein. Ils m'auraient pas gardé si longtemps si j'étais pas ouf. Mais c'est vrai que j'ai eu une grosse période de syndrome de l'imposteur, quoi. Je me trompe peut-être, mais le récap spécifiquement, ça fait plus télé que stream dans le sens où c'est pas direct avec le chat, c'est plus une émission préparée et tout. Alors, toutes les émissions chez le stream sont faites dans ce sens-là, dans le sens où on a un conducteur, un runner en anglais, et on prépare en avance notre émission, on prépare en avance les sujets dont on va parler, on se renseigne dessus pour éviter de dire des conneries, hein, important. En fait, on prépare l'émission en avance. Il y a quelque chose qui reste très important, et notamment c'est le cas dans le récap, moins dans d'autres émissions, mais le récap c'est très très important, c'est on ne se spoile pas le contenu des autres. C'est-à-dire qu'on peut savoir juste dans les grandes lignes certains sujets, etc. Mais on ne se spoile pas le contenu des uns des autres, parce que si l'émission est préparée en amont par les casteurs, les réactions qu'on veut avoir à l'antenne, elles sont honnêtes, elles sont authentiques. Et du coup, c'est très important de ne pas se spoiler, parce que du coup, si t'as déjà vu tous les tweets, etc., bah c'est moins drôle. Donc du coup, on a cette culture très importante de on ne fait pas l'émission avant l'émission. C'est très très vrai pour le récap. D'autres émissions, c'est un peu plus différent. Par exemple, le lunch, j'essaie quand même globalement, par exemple, de me renseigner sur les sujets dont on va parler, etc. Parce que sinon, ça rentre un peu vite dans le cycle du... si c'est un sujet que je maîtrise pas, bah du coup, ça devient un petit peu compliqué, quoi. Au début, c'était souvent où il se spoilait. Sur le récap, moi, j'ai pas le souvenir d'une période où on se spoilait du tout. Genre, ça arrive qu'on se spoil dans le sens où, comme on a des personnes similaires dans nos flux Twitter, etc., du coup, quand quelqu'un prend un tweet qui a été fait par quelqu'un qu'on suit tous, on l'a souvent déjà vu.
Mais sinon, c'est assez rare qu'on se spoil, quoi. Je pensais que les anecdotes vacances, vous en parliez déjà un peu en off avant. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Genre, vous voyez les vacances dont on a parlé hier, par exemple, hier on a fait le retour, etc. Comment ça s'est passé, les vacances, etc. On ne se spoil absolument pas sur ça. On peut en parler peut-être un petit peu dans les grandes lignes, en mode t'as fait quoi? Bon, j'ai fait un peu ça, j'ai fait un peu ça, etc. Mais c'est tout. On savait que June et Gigi, ils sont partis en Laponie. Bon, c'est pas mal, mais on va pas plus loin que ça. Xari, on savait qu'il était malade parce qu'il avait tweeté, mais pas plus loin que ça, quoi. Voilà. Donc on se spoil d'une certaine façon parce qu'on est quand même un peu au courant des vies des uns des autres, mais c'est très minime par rapport à la totalité des choses qu'on présente dans l'émission. Merci beaucoup Prokib, merci pour ton 4e mois d'abonnement, c'est très gentil. Et merci beaucoup. Il y a 3 ans, c'était de temps en temps. D'accord, ok. Bon, moi je suis arrivée il y a 2 ans du coup. 2 ans, 1 an et demi. 1 an et demi, c'est 1 an et demi, voilà. Merci beaucoup Alex, merci pour ton 4e mois d'abonnement. Donc voilà comment je suis rentrée chez le stream, comment ça se passe au niveau des émissions. Donc on prépare ça comme ça en amont et également il y a la partie chronique d'ailleurs. Les chroniques, comment on les prépare. Bah écoutez, c'est littéralement comme faire... alors j'ai envie de dire que c'est littéralement comme faire un exposé, mais si tu fais un exposé, la chronique généralement, elle est difficile à suivre. En fait, il faut voir ça un petit peu comme un oral, mais que tu veux rendre interactif avec les autres casters. Donc tu prépares vraiment en amont ton sujet, tu te renseignes bien, tu essaies de le rendre compréhensible par tout le monde, c'est ça le plus important. Parce que si tu prends un sujet un peu de pointe et que tu ne le rends pas accessible au grand public, aux gens qui ne connaissent pas, ça devient vite difficile à suivre, etc. Donc on essaie de vulgariser un petit peu les sujets, de les contextualiser, etc. C'est un peu un cas spécifique. C'est beaucoup de travail de faire des chroniques. Là, quand je suis rentrée chez le stream, j'en faisais 1 fois par semaine. Maintenant, j'en fais à peu près toutes les 3 semaines, un mois, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'en faire beaucoup, moi. Et c'est énormément de travail. Je passais genre facile entre 4 et 6 heures par chronique, un truc comme ça au début. Je pense qu'il y avait aussi une partie de syndrome de l'imposteur où je voulais vraiment faire les choses très bien, etc. Bien me renseigner, pas diffuser de fake news ou quoi que ce soit. Donc ça me prenait vraiment beaucoup de temps d'apprendre des sujets. C'est extrêmement important. Maintenant, j'essaie d'orienter ça d'une autre façon. J'essaie d'orienter mes chroniques en mode je fais participer à la fois les casters et à la fois le chat. J'aime bien ce côté, moi, d'être sur Twitch et du coup d'avoir un chat, d'avoir les gens avec qui on interagit et d'avoir la possibilité de les faire participer avec nous directement. C'est assez compliqué parce que on est très nombreux, le chat va très vite donc on peut pas lire et réagir au chat, on le lit, on réagit pas forcément mais on les lit et surtout c'est difficile effectivement d'avoir une interaction dans le sens on lit les trucs, etc. On a le before pour ça où on prend le temps de lire les messages, etc. Imagine du jour au lendemain tu te retrouves chez le stream et tu tapes cette émission par semaine. Alors peut-être pas du jour au lendemain, comme je disais ça fait 1 an et demi, ça a mis 1 an et demi from 1 an de stream solo into 1 an de 1 fois par semaine, puis de plus en plus présente, puis maintenant depuis cette année c'est devenu 7 émissions semaine et c'est parce que je veux aussi en faire beaucoup parce que vraiment moi j'adore de ouf ça et je suis immensément contente d'avoir la chance de faire ça, non seulement parce que c'est un métier qui est pas commun, on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire ce métier, mais surtout parce que je trouve que c'est un métier qui me correspond tellement, genre dans la façon de faire, etc. Je suis incroyablement reconnaissante de ça. Streamer en solo, c'est pas un truc qui me hype autant que de retrouver ma bande de potes, de préparer des sujets, etc., d'avoir des projets beaucoup plus grands qu'on peut préparer tous ensemble. C'est genre vraiment très très chouette, quoi. Ça m'intéresserait trop comme taf les émissions, préparer des chroniques, etc. C'est vraiment cool. Je suis immensément reconnaissante d'y être. On voit que t'es plus épanouie aujourd'hui, c'est moins le rush qu'au début. On voit que tu aimes ce que tu fais. Clairement, je suis vraiment dans le kiff le plus total de faire ça. Je pense que j'ai eu le temps de prendre aussi mes réflexes, de prendre mes habitudes. Et puis c'est vrai que ne plus avoir le syndrome de l'imposteur, ça aide tellement à être plus naturel, à être plus soi-même, parce qu'on n'est pas en permanence en mode oh, est-ce que je fais c'est bien, est-ce que je réagis assez, est-ce que je parle assez, etc. Là, je suis vraiment en mode
je suis moi-même et du coup ça fonctionne bien quoi. Du coup le fait d'être chez le stream, ça a forcément impliqué aussi de mettre de côté un petit peu certains autres projets et notamment YouTube, hein. Notamment YouTube qui a un peu été ralenti quand même pour une raison assez simple, c'est que j'en pouvais plus. Dans le sens où j'en pouvais plus. C'était la période où je faisais YouTube. Je venais une fois par semaine chez le stream et je faisais un costume par mois pour Patreon. Et donc du coup, le combo de tous, j'étais en mode physiquement, humainement, je ne peux pas faire autant de travail, ce n'est pas possible pour moi. Donc du coup, ça c'est un truc que j'ai un peu mis de côté où j'étais un peu en mode bon, c'est compliqué. Là cette année, j'ai un peu ralenti les streams au début d'année, etc. Aussi le temps de me faire à la routine, etc. Mais je suis assez contente de voir que j'arrive petit à petit à reprendre ces projets-là. Tu devrais avoir ta place attitrée comme Xari, tu changes à 24 de place. Je suis d'accord avec toi, Joey. Je suis d'accord avec toi. Je pense que je vais faire un caprice de star, que je vais dire, ah bon, écoutez, en tant que pilier du récap, je voudrais avoir ma place attitrée. C'est une exigence. Je voudrais également avoir une couronne et un sceptre. Parce que Xari a son emote avec une couronne et un sceptre et je n'en ai pas encore. J'ai pas encore d'emote. Je suis profondément choquée. Et en tant que immense diva, je souhaiterais avoir mon emote queen. C'est faux. Je veux mon emote e-girl en mode ouh. Le côté gauche avec Xari, je veux vraiment pas avoir le côté gauche avec Xari. Pour quelle raison? C'est pas du tout que j'aime pas Xari ou quoi, on s'entend très bien, y a pas de souci. C'est juste que je trouve qu'on est avec Xari des personnalités qui parlent peut-être un poil moins, contrairement à un Zulu, à un Genius, c'est l'outil. C'est des personnes qui ont beaucoup plus de punchline, etc. Et en fait, c'est très con. Pourquoi je réfléchis de cette façon? Mais je me dis, dans une logique de répartition de plans de caméra, si tu as les profils qui parlent moins, qui sont du même côté, du coup, tu vas avoir beaucoup moins souvent la caméra de leur côté et tu vas avoir le feeling que l'impression est un peu que de deux côtés. Donc, dans une question d'équilibre, pour moi, il faut que tu aies à chaque fois sur chaque desk... tu as le host au milieu, le présentateur, et tu dois avoir les deux profils qui parlent moins de chaque côté pour équilibrer, plus un profil à punchline de chaque côté. Ce qui fait que tu peux avoir une répartition de caméra qui fait du boing, 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 boing. Mais c'est une considération très personnelle et je dis pas que c'est le cas, que c'est réfléchi comme ça. En tout cas, moi, c'est ma considération perso. C'est pour ça que je préfère être de l'autre côté, juste pouvoir avoir cet effet rebond assez régulier, quoi. Voilà. Best duo, toi et Zulu. Oh, mais je suis tellement heureuse qu'il soit revenu, Zulu. Je suis tellement heureuse. Genre, il m'a tellement bien accueillie quand je suis arrivée pour ma première émission. J'étais toute timide et tout. Et il m'a tellement bien accueillie. Il a été tellement sympa avec Max. Vraiment, ça a été des amours. Ils ont vraiment été super bienveillants. Et vraiment, quand j'ai appris, du coup, après qu'il partait, j'étais au BDR. J'étais en mode, mais Zulu, tu m'as si bien accueillie. Genre, je suis au fond du gouffre maintenant. Et je suis trop heureuse qu'il soit revenu et vraiment c'est quelqu'un avec qui je me tape des fous rires, mais des fous rires, il est vraiment trop drôle, donc c'est vraiment je suis trop heureuse qu'il soit de retour parmi nous. Comment tu gères l'exposition, la critique? Le stream te conseille. Alors, le stream ne te conseille pas en tant qu'entité le stream. Par contre, c'est des problématiques qu'on a tous un petit peu parce que tout le monde prend son lot de critiques. Hein. Qui que vous soyez, même si vous avez 10 ans d'expérience dans le domaine, vous prenez quand même des critiques dans la gueule. C'est le principe d'Internet. Donc, moi, j'en parle parce que c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. C'est quelque chose que j'apprends à gérer petit à petit. Hein. C'est très long d'apprendre à gérer tout ce qui est critique, négativité qui est adressée envers toi, qui n'est pas forcément très justifié. Moi, je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup d'avoir des retours critiques, constructifs. J'ai toujours été quelqu'un qui prend beaucoup de la critique dans le sens où je l'utilise pour m'améliorer, etc. Je suis toujours dans une recherche d'amélioration. Mais j'ai un peu aussi dû apprendre à
quand même moins prendre ça pour moi aussi, étant donné que beaucoup de critiques qu'on a, ce n'est pas de la critique constructive, c'est vraiment de la critique en mode ouin ouin tu rigoles trop, ouin ouin tu souris trop, ouin ouin tu touches trop tes cheveux, ouin ouin t'es woke parce que tu parles de drag queen, enfin vraiment c'est des choses qui n'ont pas d'intérêt en termes de critique, genre frère, je t'assure que si ton seul problème avec mon travail c'est le fait que je touche mes cheveux, je pense que je fais plutôt bien mon travail, tu vois. Ou si ton critique c'est que je souris trop, bah écoute, sois malheureux dans ton coin, mais je t'assure que vraiment, je ne vais pas changer ça, ce n'est pas une critique constructive. C'est pas du tout une critique constructive. Donc ça, c'est des choses que j'apprends avec le temps à laisser loin de moi. C'est long. C'est long comme apprentissage et j'ai la chance de grandir petit à petit dans ce domaine-là, donc du coup d'être exposée progressivement à ces choses, d'avoir le temps d'apprendre d'apprendre à tanker ces choses-là. Voilà. C'est un process qui est important à faire sur le long terme parce que quand tu es exposé d'un coup à ce genre de choses et que tu n'as jamais été habitué, ça peut être extrêmement destructeur. Et je pense que ça a été le cas d'ailleurs pour des streamers qui ont été d'un coup projetés au sommet. Je pense à comment il s'appelle, Zod. C'est à mon avis, il a dû en prendre tellement dans la gueule sans être préparé à ça que ça a dû être très très dur pour lui. Donc non, on apprend petit à petit, et puis après, c'est très open côté le stream. Si jamais un jour tu as quelque chose de grave, ils sont très open à l'écoute, etc. Ils seront là pour aider. Mais si c'est de la petite critique sur les jeux, machin, bon, ça va quoi. Surtout qu'on a des modérateurs. On a des modérateurs et d'ailleurs, infiniment merci pour ça parce que, par exemple, les critiques sur YouTube, on a une personne qui va checker tous les matins quand il arrive au taf, il check les commentaires YouTube et quand il y a des commentaires YouTube vraiment dégueulasses, hop, il les dégage. Et donc, nous, en tant que casteurs, on ne voit pas ces choses-là. Et je suis en mode, franchement, merci beaucoup parce que tu tankes la négativité pour nous et ça doit pas être forcément très facile de son côté. Donc, je suis très reconnaissante qu'il puisse le faire. J'ai eu l'occasion de rencontrer Zulu il y a plusieurs années de ça à l'époque des Clipsas et dire ce mec est une crème, c'est un amour absolu. Mais de toute façon, toutes les personnes qui sont présentes sont vraiment des personnes très très chouettes et toutes les relations que vous voyez, etc. sont réelles, quoi. Il y a vraiment pas de on est sympa à l'antenne mais en fait on se déteste, etc. C'est vraiment pas le cas. Ça fonctionne parce que on est vraiment tous potes, quoi. Vous avez un métier où vous êtes amené à partager pas mal de choses, c'est pas compliqué de dissocier l'amical du pro, que si t'invites Genius à une soirée et pas Jiraya, c'est accepté et normal. Bah oui, y a pas de souci avec ça. Genre, c'est normal que tu sois plus ou moins ami avec certaines personnes, t'as des affinités qui se créent plus ou moins avec le temps que tu passes avec les gens, etc. C'est pas... Enfin... En fait, c'est... Effectivement, il y a un peu ce côté amical / pro qui est très dilué parce que, comme je le dis, on est vraiment tous potes. Après, tes potes à plus ou moins certains degrés, mais je sais pas, je vois pas tellement les gens comme des collègues. En fait, je vois les gens comme des collègues quand je les connais pas personnellement. Genre, par exemple, on va dire... je vais prendre l'exemple de Magla parce qu'on a fait un stream ensemble. Magla, je ne la connais pas personnellement et du coup, je vais forcément plus la considérer comme une collègue qu'une pote. C'est normal. Et en fait, plus tu passes du temps avec les gens, plus tu switches de collègue à pote. Voilà. Donc, un peu comme dans les tafs classiques, en vrai. Il y a des gens avec qui tu t'entends vraiment bien, avec qui tu vas garder le contact, etc. Il y en a d'autres, ça va rester que des collègues. C'est vraiment... Ça dépend de son degré d'affinité avec les gens, quoi. Les gens pensent que quand tu souris trop, c'est forcément full surjoué. Alors, il y a des gens juste heureux. Oui, enfin, moi, naturellement, je suis quelqu'un de base très souriante et très happy et qui rigole quand même globalement pour rien, qui rigole beaucoup même dans les moments awkward. C'est un truc qui me permet de dédramatiser les choses, etc. Donc je suis juste naturellement comme ça et c'est tout. Chacun a son type de caractère. Je suis l'anti-Xari sur ça. Xari, il sourit une fois par mois. Moi, le jour où je ne souris pas et je fais la gueule, c'est une fois par mois. C'est tout, on se complète tous les deux, quoi. On est le yin-yang. Du coup, est-ce que je me vois continuer le stream après ce que je vous ai dit? Bah bon, je pense que vous avez votre réponse. Je pense que vous vous doutez de la réponse. Bien sûr que je me vois continuer chez le stream. Moi, je kiffe absolument ça. Je trouve ça génial. Je pense que j'ai encore tellement de choses à apprendre. Donc, d'un plan pro, j'apprends énormément. Je grandis en permanence. C'est passionnant. D'un plan humain, genre...
j'aime tellement tout le monde, mais que ce soit les casteurs, que ce soit côté prod également. Il y a beaucoup de personnes que vous ne voyez pas à l'antenne et avec qui je m'entends très bien, que je trouve vraiment trop cool. Et je passe vraiment des très bons moments avec tout le monde. Donc, rien que ça vaut tout l'or du monde d'avoir la chance de pouvoir bosser avec des gens avec qui on s'entend grave bien. Genre, c'est merveilleux. Et perso, je suis vraiment hyper contente de ça et j'espère continuer le plus longtemps possible dans cette voie-là. Je m'y épanouis vraiment énormément, quoi. Et s'il y a un truc que je voudrais par la suite, ce serait vraiment pouvoir host des émissions. Genre, je vois ça un peu comme la next milestone, si vous voyez ce que je veux dire. En mode, bon, j'ai accepté mon travail en tant que chroniqueuse. Maintenant, le next step, c'est quoi? Le next step, c'est host des émissions, commencer à organiser des projets, des gros projets, etc. J'ai vraiment envie de passer ce cap-là. Le truc, c'est que j'ai pas tant d'idées que ça. J'ai pas tant d'idées que ça, et donc du coup, bah forcément, sans idée, il n'y a aucun intérêt. Juste host pour host, c'est pas extrêmement intéressant. Mais j'aimerais bien me prendre à l'exercice par la suite, apprendre à faire tout ça. J'aimerais vraiment un jour pouvoir avoir une émission. Peut-être un truc sur le cosplay, mais pas forcément. Je pense que si on a l'occasion de faire un truc genre unique une fois un jour sur du cosplay, ça m'amuserait beaucoup. Toutes les semaines, je pense que ce serait méga chiant. Mais vraiment, c'est quelque chose qui me hyperait énormément, quoi. J'aimerais beaucoup faire ça. Donc, plus qu'à réfléchir à des concepts, trouver des trucs qui me hype, etc. Et puis peut-être qu'un jour, je ferai mes tests de host, j'en sais rien, d'essayer de faire ça. Je pourrais mourir tranquille quand il y aura un Prime spécial drag avec Maxime Zarirov et Génieux se battant pour être la meilleure. Je pense que ça n'arrivera jamais, mais je pense que c'est une idée en or massif et je paierai très cher pour être le RuPaul de ces dames, pour les transformer en drag queen, pour les apprendre à se maquiller, pour les apprendre à coudre des robes et pour les faire défiler et faire du lip sync. Ce serait absolument incroyablissime. Je me régalerais. Franchement, je me régalerais. Ce serait très drôle. Tu dis que ça n'arrivera jamais car c'est le stream qui aurait trop peur du sujet, c'est juste la volonté des candidats. Ah, la volonté des candidats. Clairement, la volonté des candidats. Le stream, non, il n'y bloquerait pas dans le sens, c'est pas ok ce genre de sujet, etc. Non, ils en auraient la foutre. Quand je parle de drag queen souvent dans le récap, alors que le récap, c'est une émission où c'est difficile de parler de ce genre de sujet. Donc vraiment, non, il n'y a aucun sujet interdit dans ce sens-là. En gros, il y a juste 3 sujets qu'on essaie de pas aborder. Je vous en avais déjà parlé, on a un peu une trinité des sujets qu'on évite d'aborder. Et c'est politique, simplement pour un souci d'égalité, etc. On évite de parler de politique. Religion, pareil, c'est pas un sujet qui a sa place sur le récap. Et de cul. Alors, on en parle de façon légère, mais de façon graveleuse, c'est niet, on n'en parle pas. Voilà. C'est les seuls 3 sujets qu'on n'évoque pas ou dont on parle pas, mais tout le reste, t'es libre de parler de ce que tu veux. Il n'y a pas de censure ou quoi que ce soit.